Bonjour et bienvenue à tous, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bienvenue, je vous le disais, dans Audiat, l'émission qui éclaire et valorise les savoirs africains et universels. Aujourd'hui, nous allons plonger une fois de plus dans un débat fondamental qui traverse la pensée humaine depuis des siècles, le dialogue entre le discours ontophénoménologique et le discours logico-mathématique. Alors, c'est en réalité deux approches qui structurent notre compréhension du monde, l'une à travers l'expérience de l'être et la perception surtout de notre environnement, l'autre à travers évidemment la rigueur des chiffres et des démonstrations, vous l'aurez deviné, mathématiques. Mais au-delà de la théorie, madame, monsieur, comment ces discours influencent-ils notre réalité quotidienne? Quel impact ont-ils sur la société africaine, sur notre rapport avec la science, avec la spiritualité, mais surtout avec notre identité propre, vous l'aurez deviné, africaine. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, Audiat ouvre un espace de réflexion unique où philosophie, évidemment, et science s'entrelacent pour interroger le présent et surtout façonner l'avenir. Je vous le disais, madame, monsieur, je vous souhaitais la bienvenue. Nous sommes très contents de vous retrouver à cette autre édition, à ce autre numéro de notre émission fétiche Audiat. Nous sommes très contents et ravis d'avoir lu tous vos commentaires. Nous vous remercions infiniment du fond du cœur pour tout ce que vous nous avez apporté et nous vous rassurons que toutes vos recommandations et vos commentaires ont été pris en compte et que désormais nous allons gérer cette émission comme vous avez voulu. Nous allons souhaiter le bonjour évidemment à notre frère Tata Bonnet qui est sur le plateau et vous le savez déjà, consultant attitré de cette émission, de ce programme, j'allais dire. Bonjour, mon frère. Au TEP à toutes les sœurs de combat, à tous les frères de combat, au TEP à notre réalisateur Messi, au TEP à notre accompagnatrice dans la réalisation Magneux. Et voilà, salut à tout le monde. Merci. Voilà, la réalisation a déjà été saluée par notre frère. Voilà, c'est Messi qui assure de ce côté. Et à la régie, celle qui contrôle tout ici sur le plateau, c'est bien Magne. Alors, frère, première préoccupation, ontophénoménologique, c'est un gros mot. Je ne savais pas qu'en Afrique, on utilisait aussi la gromologie, ou alors c'est un mot emprunté de la colonisation des Blancs, voilà, pour essayer d'expliquer un phénomène en Afrique. On veut savoir, c'est notre première préoccupation d'entrée de jeu ce matin. Déjà, la science, dans son fondement, tel qu'elle a été élaborée par nos ancêtres, les prêtres égyptiens, a une dimension universelle dans son fondement. Très bien. La science est devenue idéologique lorsqu'on a voulu déformer ce que l'univers nous dit pour imprimer la marque, ce qu'on appelle subjective humaine. C'est en ce moment que la science devient idéologie. Mais la science est cosmologie lorsqu'elle est en accord avec les lois de l'univers. Elle devient idéologie ou subjectivité lorsque l'esprit humain y imprime sa marque
au point d'aller jusqu'à la déformer. Ça, c'est pour le premier jet. Le deuxième jet, c'est que nous parlons français. Nous parlons français quand on dit l'homme. Bon, ça a une définition en français. Quand on dit mathématiques, ça a une définition en français. Quand on dit géographie, c'est de la même manière quand on dit ontophénoménologie. Parce que c'est une spécialité en philosophie. Très bien. Donc ce n'est pas une question où se demander, bon, est-ce que ces mots sont africains? Non, 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 nous sommes dans un registre linguistique. Et maintenant, universel. le phénomène qu'on étudie, est-ce que ce phénomène a été étudié par les Africains autant que par ceux qui ont forgé ce concept ontophénoménologie? Très bien. Est-ce que les Africains, avant que la discipline philosophique nommée ontophénoménologie voit le jour, est-ce que les Africains avaient déjà fait une expérience similaire? Je dis oui. Cela s'illustre dans les hymnes à Amon-Ra. Cela s'illustre dans le livre de sortie à la lumière, qu'on appelle généralement le livre des morts des anciens Égyptiens. Très bien. Cela s'illustre dans les textes des pyramides. Cela s'illustre dans les textes des sarcophages. Et cela s'illustre dans la symbolique hiéroglyphique. Pour ceux qui savent lire et décrypter les hiéroglyphes. Voilà. Le discours ontophénoménologique y est déjà renfermé. Très bien, mon frère Todd, abonné. C'est connu. C'est africain. Typiquement. À l'origine. Très bien. C'est africain. Et on comprend que lorsque la pensée occidentale s'est retrouvée dans une situation d'impasse, il a fallu que certains de leurs penseurs, sous l'air de l'égyptologie montante, puissent explorer d'autres pistes de réflexion pour explorer le réel et pour faire parler le réel par lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons dire le réel tel que nous le ressentons, mais c'est le réel qui doit nous parler à chacun de nous. C'est différent. Quand le soleil brille là, est-ce que le soleil demande que tu dises qu'il brille ou que tu dises qu'il ne brille? Non, il brille tout simplement, mon frère. Absolument. Il brille jusqu'à ce qu'il se couche à l'heure qu'il souhaite. Voilà. Voilà. Est-ce que lorsque la lune fait ces phases-là, elle demande ton avis? En nous-mêmes, lorsque ton propre cœur bat, il demande ton avis. Pas du tout. Tu constates juste qu'il y a... Donc il y a des choses qui débordent. Ce qu'on pourrait qualifier d'appréciation subjective. Très bien. Parce que c'est réel, c'est là. Oui. C'est là devant toi. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça que cette émission est très importante. Pour que les gens comprennent un peu comment la pensée africaine s'est structurée et comment les autres modes de pensée ont dévié de cette structure fondamentale. Et pour montrer que ceux qui ont fait la science, la vraie à l'origine, ce sont nos ancêtres. Et jusqu'à présent, les vrais initiés continuent de faire cette science. Parce qu'avant de cueillir une plante, il faut que la plante te donne l'autorisation. Et il faut respecter les horaires. Il y a des heures où on ne cueille pas les plantes médicinales. Il y a des saisons où cette plante ne sera pas efficace. Donc le temps, la notion du temps, qui conditionne. Et le temps, c'est pas ce que la montre nous dit. Ce sont les cycles de la nature. Voilà. Donc ça, c'est pour un premier. Donc pour dire que le discours ontophénoménologique est un discours fondamental qui détermine tous les autres discours. Parce qu'avant de commencer à parler, il faut que je sois. Il faut que tu sois. Il faut que le monde soit. Là, nous sommes à c'est quoi réellement le discours ontophénoménologique? Voilà. Le discours ontophénoménologique, dans les deux, on a ontologie et on a phénoménologique. Oui. Donc, dans l'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. Très bien. Et il y a beaucoup qui confondent la notion d'être en disant « Ah, je suis un être ». Non, je suis un existant. J'existe sur la planète. J'existe parce que je suis visible. Je parle, on m'entend. On peut me toucher. Ça veut dire qu'il y a certains qui existent sans qu'on ne les voit. Justement, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas être. Et on dit que je suis l'être. Je suis l'être, ça veut dire qu'on réduit
la grande force qui gouverne toutes choses, qui anime toutes choses et qui informe toutes choses aux formes. Parce que l'existence, c'est tout ce qui est sensible, tout ce qui est perceptible, tout ce qui est visible. Même dans le monde spirituel. C'est-à-dire que le fait de voir des entités, ces entités sont des existants. Parce que c'est des singularités. Il y a une entité qui diffère, je dis une autre entité. Comme toi et moi, nous sommes différents. Tout à fait. Même dans l'univers des visions spirituelles, on est toujours dans l'existence. L'être, c'est tout autre chose. L'être est donc fondamentalement la force invisible qui n'a aucune forme, qui ne peut pas être quantifiée, qui ne peut pas être mesurée, qui ne peut pas être représentée, qui n'émane pas des représentations des humains, mais qui est. Qui est. C'est une force. Un peu comme lorsque tu mets le doigt dans la prise elle est là, elle est simple. Mais quand tu mets le doigt, tu ressens la force. C'est l'une des manifestations dont tu ressens la vibration, l'électrocution. Donc, la force est ce qui est capable d'agir, mais qui n'agit pas encore. Il faut établir la différence entre la force et l'énergie. L'énergie est l'action de la force. L'énergie est l'œuvre de la force, c'est-à-dire la manifestation de l'une des manifestations de la force. Et c'est cette énergie qui, en s'identifiant, donne les formes que nous avons. Donc, il faut préciser que quand on parle de l'être, on parle de la force invisible, impalpable, insondable, non mesurable, non quantifiable et non représentable, qui ne peut pas être réduit à la représentation de nos pensées, mais qui transcende toutes choses et qui détermine toutes choses. Là, on est dans l'être. L'existant, c'est ce qui se manifeste sous un aspect particulier. Segmet Atangana Odana est une existante. Tout abonné est un existant. Le manguier qui est dans la cour est un existant. La terre elle-même est un existant. L'eau est un existant. Le feu est un existant. L'air est un existant. Le corbeau, le renard et tout ça. Donc, l'existant est effectivement la manifestation d'un aspect du projet de l'être. D'un aspect du projet de l'être. Parce que l'être a une multitude de projets. Et ces projets donc prennent forme et figure. Deviennent donc des choses visibles et réelles. Et c'est à partir de ce visible et ce réel qu'on peut commencer à dire des choses. Sur la base de ce que nous voyons. Mais sur l'être, on se tait. Donc, le rapport donc entre l'ontologie et la phénoménologie, c'est ça qui a donné ontophénoménologie. La phénoménologie, c'est tout ce qui est en rapport avec les phénomènes. Les phénomènes tout ce qui est naturels. Tout ce qui est visible, palpable, sensible, perceptible. Très bien. C'est ça le phénomène. Phénomène en anglais signifie briller, rayonner, surgir de l'inapparent vers l'apparence. Se constituer en une forme, en une figure qu'on est capable de décrire. Donc dans la phénoménologie, on est dans la logique de la description. On décrit ce qui se présente à nous. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le soleil. Il est comment? Est-ce qu'il est trop brillant aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il chauffe beaucoup? Non. Aujourd'hui, il est doux. Tout le monde constate. Ce n'est pas des interprétations subjectives. Quand il pleut, tout le monde sait qu'il pleut. Voilà. Donc, on est là dans l'union entre l'être qui manifeste donc les multiples projets que sont les phénomènes. Chaque phénomène est un projet de l'être. C'est-à-dire, ce projet prend figure et prend face et devient quelque chose d'explicable, de descriptible. Voilà donc le rapport entre l'ontologie et la phénoménologie. Le discours ontophénoménologique est donc un discours qui se porte vers la manifestation de l'être par les multiples phénomènes qui se présentent à nous. Mais pour qu'il puisse avoir une interprétation, il faut que nous existions nous-mêmes en tant que phénomène. Et nous donc, en tant que les humains, nous sommes des phénomènes uniques en leur genre, qui sont capables de questionner vers le pourquoi des choses. Les animaux n'ont pas ce temps. Les animaux doivent se reproduire, ils doivent manger, ils doivent construire leur nid. L'homme est parmi tous les existants, l'existant qui questionne sur le pourquoi des choses.
quel est le sens de l'existence des choses, de telles choses, de telles choses. Cette chose existe pourquoi? Pour quel but? Ça sert à quoi? Quel est son rôle dans la nature? Moi, le rapport que je dois établir avec cette chose, c'est quel type de rapport? C'est l'expérience de nos aïeux. Exactement, c'était une question qui me brûlait les lèvres. Quel rapport les êtres humains, les hommes dont on parle, doivent avoir justement face à cette science, à cette ontophénoménologie? Voilà, le rapport entre l'humain et la question d'ordre ontophénoménologique doit l'interpeller sur la question du pourquoi des choses, sur la question du sens de l'existence. Le sens de l'existence interpelle sur le rôle, la fonction, la mission pour laquelle telle chose ou telle chose existe. Et quel est le but? Ou but devrait arriver? C'est déjà là. Puisque quand on est dans la phénoménologie, c'est que c'est déjà tout là. Est là. Voilà. Très bien. Mais quand on est dans l'ontologie, on est dans ce qui doit arriver à partir de l'être, ce qui doit surgir de l'être pour se manifester. Quand on est déjà dans la phénoménologie, on est dans ce qui est déjà là. Donc, dans ce qui est déjà là, il y a une interrogation sur le pourquoi de son là. C'est là pourquoi. Ça sort même d'où? Ça sort d'où? Quelle est la nature de cette chose? Et cette chose a quelle mission? Quel rôle dans le grand le but, l'objectif? Voilà. Ce sont les questionnements fondamentaux. C'est pour ça que les anciens, donc, commençaient à s'interroger, nos aïeux, nos ancêtres, interroger la nature de la lune, s'interroger sur la nature de la lune. C'est pour ça qu'ils ont découvert la force de la lune et c'est pour ça qu'ils ont établi les rituels à faire avec la lune. Et c'est pour ça qu'ils ont établi le rapport entre la lune et la période menstruelle de la femme. Ils ont réussi à établir le rapport entre la lune et les marées. Ils ont réussi à établir un rapport entre la lune et l'agriculture, les saisons. Donc, en s'interrogeant sur la nature, sur l'essence, la nature de chaque chose qui existe, le pourquoi de cette chose, nos aïeux sont parvenus à découvrir cela et à établir les rapports avec le quotidien humain. C'est-à-dire que si le soleil est là, il a un rôle. Très intéressant, madame, monsieur. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que la connaissance et le savoir sont nés. Bien évidemment. Puisque voilà. Toute connaissance part de l'observation. Toute connaissance, qu'elle soit une connaissance d'ordre mystique, qu'elle soit une connaissance d'ordre scientifique, tout part de la phénoménologie. Très bien. Mais avant que la phénoménologie ne naisse, il a fallu que l'être manifeste les multiples projets et que ces projets prennent figure, prennent forme et prennent consistance. Et c'est sur la base de ça que l'Ujat, qui accompagnait donc l'œuvre, l'éclair, cet éclair qui accompagnait si vous vous souvenez, madame, monsieur, de la définition de la toute première émission, voilà, de cet œil qui transcendait tout, qui contemplait tout ce qui se passait. Oui. Et c'est cet œil qui est dans la clarté, qui est capable de porter clarté sur le mystère de chaque existant. Parce que chaque existant renferme un mystère. Toi, segment Atangana, tu es d'abord un mystère pour toi-même. Avant d'être un mystère pour moi, je ne suis pas sûr que tu te connaisses totalement. Parce que il y a des dimensions en toi que toi-même tu dois explorer. Du moins, je suis sur le chemin, madame, monsieur. Des dimensions d'ordre mystique que tu dois explorer en toi. Tu as des dimensions d'ordre généalogique que tu dois explorer. Si on te demande de remonter à la 10e génération et de voir l'impact comportemental, les attitudes, l'aspect du visage, la démarche, la voix, qu'est-ce qui te lie à tel ancêtre de la 10e ou la 15e génération? Est-ce que si on te ramène les clichés, c'est-à-dire les aspects de visage, les démarches, est-ce que tu ne vas pas te retrouver quelque part? Je suis sûr que oui. Parce que j'ai une vision comme cela, je m'étais reconnue quelque part exactement comme je suis là. Donc, oui. Tu vois, il y a la notion de généalogie. Les caractères que nous renfermons en nous émanent d'un inconscient collectif. Très bien. D'une influence généalogique qui se répercute sur nous. Est-ce qu'on pourrait parler de pensée collective à ce Pensée collective, inconscient collectif, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous échappent.
On ne s'en souvient plus. Voilà, en fait, le souvenir est parti, voilà. Mais il faut absolument le rattraper. C'est par la voie de l'initiation donc que ces choses commencent à se manifester. Donc, il y a le volet, comme je l'ai dit, le toi-même. Et le toi lié à ta généalogie, le toi lié à ton environnement. Il y a ce volet qu'il faut explorer. Maintenant, quand tu es d'abord un mystère à toi-même, bon, maintenant, pour moi, tu es un double mystère. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je vais voir. Au fur et à mesure que nous vivons, toi et moi, que nous nous apprenions à nous connaître mieux, en profondeur, sur le plan des décisions à prendre face à telle difficulté, sur le plan de l'émotion que nous éprouvons face à tel phénomène. On s'observe. Il y a peut-être un but qui est marqué. Toi, tu vas peut-être crier, mais moi, je serai silencieux. C'est ça. Donc, il y a des analyses comme celle-là qu'on peut faire. On peut dire, bon, tel a un tempérament chaud, l'autre a un tempérament froid, et tout ça. Mais là, pour moi, tu es un double mystère. Pourquoi? Parce que pour te découvrir, j'ai besoin du temps. Mais en même temps, ce qui t'est caché à toi-même, je ne pourrais jamais le découvrir si toi-même, tu ne l'as pas découvert. D'abord. Donc, tu es pour moi un double mystère. C'est ça. Tout comme je suis pour toi un double mystère. Donc, il y a toujours quelque chose qui reste voilé, qui sera toujours, qui va demeurer voilé. Et ça, c'est là on comprend la complexité de la dimension ontophénoménologique. Quand on commence à explorer cette dimension, on comprend que ça relève essentiellement des questions d'ordre existentiel et d'ordre axiologique, c'est-à-dire la notion de valeur. Merci de me permettre de faire la transition. Je voulais qu'on arrive à l'origine, en réalité, de l'ontophénoménologie. L'origine... Elle sort d'où, cette pensée, ce discours qui vient changer les choses, qui vient établir des faits qui ont toujours existé, qui sont là, mais que nous n'arrivons pas à percevoir et sentir, et nous en servir surtout pour avancer dans nos vies. L'origine de l'ontophénoménologie, c'est l'ontophénoménologie elle-même. C'est un discours, c'est d'abord un discours, ensuite c'est d'abord une pensée, c'est un discours. Donc c'est d'abord une réalité. Une réalité. D'abord lui-même. Avant d'être interprété, réinterprété et expliqué. L'être se dit d'abord lui-même. C'est-à-dire l'ouverture fondamentale dont on a parlé la dernière fois. L'être s'ouvre pour se dévoiler. Il ne demande pas la vie de l'homme, c'est lui-même qui décide. C'est un besoin. C'est un état. C'est un état en réalité, plus qu'un besoin. Oui, c'est un état de l'être. Oui. Sa nature est de demeurer toujours en soi et de se dévoiler perpétuellement. C'est ça fondamentalement sa nature. La pause et le mouvement. Le recueillement et le déploiement. Le mystère et le dévoilement. Donc, c'est la nature, il est de la nature de l'être de se voiler permanemment et de se dévoiler permanemment. Et à chaque fois qu'il se dévoile, il y a toujours un mystère qui reste mystérieux. Et là, l'être lui-même... Madame, monsieur, j'espère que vous avez vos calepins et vos stylos pour noter. Voilà. Donc il y a toujours un mystère qui demande. C'est pour ça que la pensée humaine ne pourra jamais embrasser la totalité de la complexité des projets de l'être, de la complexité de la sagesse de l'être, quel que soit le niveau d'initiation. C'est pour ça qu'à un certain moment, l'homme est obligé de s'accorder à son destin, à sa destinée et au sens de son existence, pour mieux comprendre son pourquoi dans ce monde. On ne va jamais embrasser le mystère de l'être dans sa totalité, mais le mystère de l'être ne se dévoilera qu'à chacun de nous en fonction du pourquoi, de notre pourquoi dans ce monde. Maintenant, nous aurons des demi-vérités, des demi-dévoilements issus de Sekhmet Onanatangana, le jour où elle aura envie de me dévoiler le nom de son grand-père, de sa grand-mère, et par exemple les rites qui ont été faits il y a de cela 100 ans. Et ça, c'est de ta nature de vouloir te dévoiler. C'est ainsi que l'être fonctionne fondamentalement. C'est-à-dire l'être nous dévoile ce qui est à notre portée et à notre mesure. Et l'être peut donc décider de voiler et tout ce qui reste caché, la frette, appartient à qui et sera dévoilé à quel moment et pourquoi.
pour quel objectif, pour quel but? Il relève du temps. Puisque l'être, pour se dévoiler, a besoin du temps. Et ce temps, c'est pour ça que l'enfant qui naît, il a 0, après il a 1 an, après il a 3 ans. Chaque fois qu'il évolue dans sa vie, il y a des dévoilements qui se manifestent à lui. Un enfant de 15 ans découvre de nouvelles choses qu'il n'a pas vues quand il avait 5 ans. Un monsieur de 30 ans ou une femme de 30 ans découvre des choses qu'il ou elle n'a pas vues quand il ou elle avait 15 ans. Donc, le temps détermine les séquences de dévoilement. Le temps. Le temps. C'est pour ça que les vrais initiés écoutent le temps. Ils ne fonctionnent pas dans la précipitation. Ils ne fonctionnent pas dans la haine. Tant que les étoiles ne sont pas alignées, tant que le temps n'est pas accompli. On ne prend pas des décisions tant que le temps n'est pas accompli. Et une fois le temps est accompli, il y a des signes qui montrent qu'il est temps de le faire. Je prends l'exemple de la jeune fille. Il est temps de la consommer. Lorsqu'on voit les michous et les formes, les courbures. Non, mais il y en a des précoces aussi, il y a des phénomènes aussi un peu avancés. C'est-à-dire que, voilà, une petite fille de 9 ans peut se retrouver avec les mamelons et tout. Bon, ou alors c'est menstrué. Mais ça ne prouve pas de temps, ça ne prouve pas qu'elle soit déjà une femme consommable, totalement. Consommable, parce que là, on est dans le facteur biologique. Une fois que la femme est en période menstruelle, elle peut recevoir vrai ou faux. C'est vrai. Une fois que la femme est enceinte, elle peut allaiter vrai ou faux. C'est vrai. Voilà, là, mais là, c'est son corps. Nous parlons bien de son corps, de la physionomie. Oui. On parlait de la biologie. Tout à fait. Oui, maintenant, l'autre facteur, c'est quoi? Le spirituel. Le spirituel, voilà, puisqu'il y a les femmes bébés dans la tête à 50 ans. Elle est bébé. Donc le problème n'est pas... le spirituel, c'est tout ce qui est abstrait, tout ce qui révèle de ce qui n'est pas facilement explicable, madame, monsieur, ou bien faites-nous des commentaires, dites-nous ce que vous pensez aussi en même temps. Là, on est essentiellement dans un acte biologique. Très bien. Le rapport sexuel est un acte essentiellement biologique. Physique, si vous voulez. Quand on dit que la femme est consommable, ça veut dire qu'elle est capable... Donc, tout ce qui sert à produire cet exercice-là est là. Donc, il faut le faire. Voilà. Elle peut déjà se reproduire. Elle peut déjà participer à la reproduction. Oui. Une fois qu'elle est en période menstruelle, on peut encore comprendre qu'elle soit en période... qu'elle commence à avoir ses menstrues tôt, sans avoir les seins. Parce que ça doit aller avec les menstrues. La poitrine, ça veut dire qu'une fois que tu as ça, tu es capable d'allaiter. Voilà, ça c'est la base. On ne regarde pas que est-ce qu'elle a 12 ans, est-ce qu'elle a 20 ans, est-ce qu'elle a... Maintenant, quand on va regarder sur le plan psychologique, il y a 2 volets. Il y a l'éducation que l'enfant a reçue. Est-ce qu'elle a été préparée à vivre dans un foyer? Très bien. Bon, c'est faute à qui? C'est de cela. Dans l'Afrique traditionnelle, on commençait à éduquer la jeune fille dès l'âge de 5 ans, savoir comment on balaie, comment on fait la cuisine, comment on fait ceci, comment on fait cela. Absolument. Et les mamans averties pouvaient déjà dire à leur fille que le jour où tu vois le sang couler, tu viens me dire c'est parce que alors là tu seras déjà femme. Et je vais te dire comment on se comporte, etc., etc. Donc il y a une éducation préparée. Si tu n'as pas éduqué ta fille, parce que dans ta tête, c'est qu'elle n'a que 14 ans. C'est un bébé, c'est un bébé. Voilà. Alors qu'il y a le voisin qui la guette déjà. Alors que une fille qui a commencé à être éduquée dès l'âge de 5 ans, arrivée à 14 ans, elle est déjà une femme. Elle est même capable de faire accoucher une autre femme. Ça, c'est l'éducation traditionnelle. Tout à fait. Les mamans d'avant, de 14 ans, 15 ans, étaient capables de faire accoucher leur coépouse, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une éducation occidentale où on pense qu'une fille de 15 ans est encore bébé. Et pourtant, quand tu regardes même au fond, ça, ce n'est que de l'hypocrisie. Parce que ce que ces filles font dehors, ça n'a rien à voir avec ce que leur maman pense d'elle. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut dépasser. Nous sommes des parents, ça fait un peu mal, c'est douloureux, mais c'est une vérité. Donc, tout le monde sait que ce que je dis est vrai. Très bien, on va recadrer un peu notre éducation, notre causerie éducative, hein, si vous voulez. Comment donc concilier ces 2 phénomènes? Comment concilier ces 2 discours, ces 2 sciences? Est-ce que c'est possible d'abord de les concilier? Concilier quoi? Concilier l'ontophénoménologie, justement, à
la logico-mathématique, est-ce que c'est possible? On n'a pas possible? encore expliqué ce que c'est que le discours logico-mathématique. Il faudra aussi enchaîner par ce discours. Très bien. On va donc commencer par définir, puisque vous me rappelez qu'on était à quoi qu'est-ce que c'est que la logico-mathématique? Voilà. Puisque vous avez déjà bien embrayé le pas sur l'explication de la science ontophénoménologie, ouais. On va savoir à cet instant précis, madame, monsieur, qu'est-ce que c'est exactement que... Le discours logico-mathématique. Voilà. Donc, comme on l'a dit, le discours ontophénoménologique, ce n'est pas la création d'un homme. Bon, ça peut être devenu une science avec le temps, avec les travaux des gens comme Edmund Husserl, Heidegger. Très bien, Heidegger. Peut-être ce qu'Aristote avait aussi commencé à faire dans l'Antiquité. Mais bien avant eux, on a déjà 2000 ans avant Aristote, on a les hymnes à Amon qui parlent du non manifesté. Oh, toi le caché dont on ne connaît pas la forme, dont on ne connaît pas la verve. Lumière était ta première venue dans l'existence. Donc, sa première manifestation est la lumière. Donc, on ne connaît pas qui est Amon. Amon est le caché, l'invisible, le sans forme, c'est l'être. Ra, c'est la lumière. Amon, le caché. Ra, la lumière. Donc, le caché se manifeste pour la première fois à travers la lumière. C'est de cette figuration dont nous avons parlé quand on parlait de l'Ujjat dans la première Absolument. émission. Donc, le discours ontophénoménologique est déjà inscrit dans les textes sacrés africains. J'ai d'ailleurs fait d'énormes travaux dessus, même ma thèse de doctorat repose sur ça. Très bien. Et j'ai fait une série de vidéos sur le Heidegger et Wasset. J'espère que nos téléspectateurs ont la grâce de regarder toutes ces vidéos-là pendant nos éditions ici. Pour montrer que le discours de Heidegger, bien que particulier par sa manière de discourir, ne diffère en rien fondamentalement de ce que nous révèlent les textes sacrés africains. Donc notamment le livre de Sortir à la lumière, les hymnes à Amon-Ra, etc. Ça, c'est comme j'ai eu à montrer ça. Mais maintenant, cette émission nous permet d'établir la différence entre le discours ontophénoménologique et le discours logico-mathématique. Le discours ontophénoménologique relève de l'être qui se dévoile à nous, qui nous dit ce que nous devons savoir. C'est lui qui nous dicte même. Il nous dicte. Je reviens à ma question. Est-ce qu'on peut concilier les deux? Bien évidemment, on peut les concilier. Pourquoi? Parce que le discours logico-mathématique, quand on dit la logico-mathématique, on entend logique et on entend mathématique. C'est quoi la logique? À la base, on nous fait comprendre que dans les études qu'on a faites à l'université, on nous dit que les premiers logiciens, c'était les sophistes. Donc les Protagoras d'Abdère et tous ces gens-là. Et puis, Aristote est venu avec Socrate est venu avec la maïeutique. Et Platon est venu avec la dialectique. Et Aristote est venu avec la logique. Voilà. Donc, en réalité, celui qui a systématisé la logique, c'est Aristote. Chez les Grecs. Mais la logique est bien connue dans les textes égyptiens. Quand on lit normalement le livre de Sortir à la lumière, on dit le taureau de la mentis c'est ci, autrement dit c'est cela, autrement dit c'est cela. C'est-à-dire on montre la connexion entre ce qui a été dit et ce qui va être dit après. Quand on rentre dans le papyrus de Yamosu, qui était un mathématicien, qui est un papyrus mathématique, on appelle ça le papyrus d'Amès. Il n'y a que de la logique. À partir de là, on atteint tel but. Pour atteindre, il y a même une expression dit méthode pour connaître toutes les lois, pour tout en ce qui concerne la logique, c'est ce qui est. La logique qui a toujours été la science de la pensée qui structure le discours et qui ordonne la méthodologie scientifique. La logique, le mot logique vient du grec logos, qui signifie discours. Mais ce discours lui-même s'articule avec la pensée. C'est-à-dire les diverses manières dont la pensée se projette vers l'extérieur pour comprendre d'abord l'extérieur et pour établir le rapport entre les choses. C'est ça la logique. Quand on dit, est-ce que ce que tu fais est logique?
Est-ce que ça suit une démarche qui nous porte vers la compréhension? Donc, il y a, dans les lois de la logique, il y a les rapports de causalité. Il y a les rapports de la loi de la causalité et même la loi fondamentale dans la logique. C'est-à-dire que il faut partir d'un élément pour atteindre un autre élément et pour atteindre un autre élément. Par exemple, chaque événement est déterminé par une cause de la base, à la base. Donc la logique est d'abord fondée sur la notion de causalité. La logique est fondée aussi sur la notion de jugement. Le jugement. Est-ce que ton jugement est logique? Est-ce que ça suit une certaine cohérence? Donc dans la logique, il y a aussi la notion de cohérence qui intervient. Il y a tant la raison. Est-ce que c'est raisonnable de penser comme cela? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est rationnel? Très bien. C'est-à-dire, est-ce que c'est explicable? Est-ce que c'est compréhensible? Donc la logique est donc toute une science, a donc été érigée à partir d'Aristote comme une science, la science du raisonnement et du discours vrai. Bon, elle est devenue le discours vrai chez d'autres plus tard, mais chez Aristote, c'était le discours cohérent. Et je me souviens aussi qu'à un certain moment, comme il se souciait aussi de la notion de vérité, il a fini par définir la logique comme la science du discours vrai. Parce qu'à la base, même, il définit la philosophie comme épistémétistes aletheas, c'est-à-dire la science de la vérité. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu en penses? C'est la science de la vérité ou la logique, c'est la vérité ou bien la logique? Il y aura encore quelques spéculations. Oui, il y a un problème au niveau de la logique. Très bien. Parce que la logique, telle qu'élaborée par Aristote, est une logique formelle. C'est-à-dire, ce n'est qu'au niveau de la forme des raisonnements. Est-ce que parce qu'on est cohérent, forcément c'est vrai? Voilà, les problématiques. Très intéressant, madame, monsieur. Quand on a une représentation de ma personne, est-ce que cette représentation dit ma réalité à moi? Oh, j'ai envie de dire que non, parce qu'on a suivi de l'explication de notre frère Todd Abonné tout à l'heure. Tant que je ne suis pas sûr de moi, mais tant que je n'ai pas su qui je suis, je ne me connais pas, je ne peux rien prétendre. Voilà, bien évidemment. Voilà, donc, et tant que je ne veux pas me dévoiler, je reste voilé. De mystère en mystère, finalement. Voilà. Que des mystères. Donc, la logique elle-même est déterminée par le dévoilement originel de l'être. Parce que ce qui porte la logique, suivant votre belle explication, c'est le djat. C'est le djat qui porte la logique, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance, et cette connaissance originelle qui a surgi de l'être à l'origine, c'est le djat-là, qui est cet œil, qui est le symbole de la connaissance, de la conscience et de la pensée qui contemple la source des émanations, mais en même temps la pensée qui se pense elle-même pour se dévoiler à elle-même. Donc la logique elle-même ne peut porter sens que si le djat existe déjà. La logique tire sa source de le djat. Alors, oui, on a établi la conciliation. On va établir on est en train d'établir aussi le rapport. Nous sommes sur le rapport. On est même déjà en train d'établir le rapport entre la logique et l'ontophénoménologie. Tout à fait. C'est-à-dire que la logique qui tire donc sa source de l'Ujat, l'Ujat qui est cette œil de l'origine, qui a vu le surgissement de l'origine et qui a vu tous les autres surgissements, a donc élaboré une explicitation. Et c'est cette explicitation qui est devenue une structuration logique, c'est-à-dire ordonnée, cohérente, qui est donc capable de porter vers une compréhension. Le rôle de la logique, c'est que les explications qui sont données portent vers la compréhension. Mais le rôle de la logique n'est pas une garantie de vérité. Pour que la vérité soit... En quoi cette vérité pourrait être mitigée ou portée à controverse? Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a la subjectivité qui intervient. De l'homme? Oui, bien évidemment. L'humanité? Oui, bien évidemment. Très bien. Lorsque par exemple je dis, moi j'ai ma logique, j'ai ma manière de penser, ma manière de voir, etc. Je pense que moi, je pense que... On est donc de représentation en représentation et on sombre dans le chaos subjectif de l'homme. Très bien. On n'est plus dans le dévoilement de l'être. On n'est plus face au soleil qui brille aux yeux de tout le monde. On n'est plus face à la pluie qui tombe sur tout le monde.
On n'est plus face à l'éruption volcanique que tout le monde, même les animaux constatent qu'il y a éruption. On est dans des subjectivités. Et une fois qu'on sombre dans les subjectivités, on n'est plus dans la science. Et subjectivité, supposition, imagination. Imagination. Et parfois aussi, lorsque la sensibilité prend le dessus, on est capable de déformer la vérité. On sombre dans le mensonge. Évidemment, puisqu'on met les organes, comme on dit au quartier, on met les émotions. On veut que ça nous arrange, on met nos intérêts dedans. Voilà. Ben oui. Donc là, on n'est plus dans la vérité. Non. Donc, la logique n'est pas fondamentalement une garantie de vérité. La seule logique qui pourrait garantir la vérité, c'est celle qui tire sa source de l'Ujat et qui s'inscrit permanemment dans l'œuvre de l'Ujat, qui consiste à se tourner toujours vers la source pour contempler les émanations et puis surtout pour puiser l'énergie qui nous a fait avancer. Voilà. Ah oui. Donc, c'est cette logique qu'on appelle la logique fondante d'après la pensée africaine. Mais la pensée occidentale a élaboré une logique formelle basée simplement sur le discours. L'art de discourir. Et cet art de discourir est donc capable d'émettre des énoncés mensongers. Est-ce qu'à ce niveau-là, nous pourrons donc faire ressortir, frère Todd Abonné, la différence au niveau de la démarche, que ce soit au niveau de l'ontophénoménologie et de la logico-mathématique? Oui, je vais d'abord définir les mathématiques, parce que j'ai défini de définir la logique. Tout à fait. Les mathématiques, donc, sont les constructions, bon, à la base, la mathématique elle-même tire sa source de l'ordre de l'univers. La manière dont l'être se manifeste et ordonne les choses. C'est calcul exact, précis, circoncis. Bien évidemment. Regarde 1 plus 1 égale... Non, ça c'est déjà les choses légèrement. Regarde la face de l'homme. Tu vois la symétrie entre cet œil et cet œil. Très bien. Et le nez est au centre. Précision exacte. C'est précis. Tout à fait. Donc il y a une logique naturelle inscrite dans la nature. Très bien. La nature est intelligente. Ok. C'est pour ça que la forme humaine ou même animale, tu regardes les narines même d'une chèvre, c'est symétrique. Le tout on peut là, aussi parler de l'harmonisation de la nature, les plantes et les fleurs, tout ce qui nous entoure. La communication même entre les plantes et nous, et nous, tout à fait. Parce que les plantes communiquent d'abord entre elles, et puis elles communiquent avec nous, très bien, avec les animaux. Et les animaux communiquent. Donc, il y a déjà une intelligence, c'est pour ça qu'on a parlé de l'intelligence de l'être. L'être est la force intelligente qui repose en elle-même et qui se dévoile à l'origine par l'ouverture et la figuration qui est le Jat originel. C'est cette Jat, c'est cette intelligence de l'être qui se dévoile donc à l'Ujat, en connaissance. Et nous sommes donc des héritiers de cette intelligence et de cette connaissance originelle. C'est pour ça que nous avons la faculté de juger, la faculté de discriminer, la faculté d'analyser, la faculté de discerner. Et cette faculté donc nous donne la capacité d'élaborer donc une structure de raisonnement qu'on appelle la logique. Maintenant, les mathématiques sont donc la reprise de ces constantes de l'univers, de cet ordre de l'univers que nous transcrivons donc sous forme de symboles. On peut mettre un bâtonnet pour dire 1. Comme on peut écrire 1. Parce qu'il y a plusieurs manières de symboliser. Alors, 1, ça peut être avec un point. Après, on met 2 points, ça fait 2. On met 3 points, ça fait 3. Mais à la base, les mathématiques, les premières formes de mathématiques, c'est la géométrie. C'est-à-dire la science des formes. Tout à fait. L'arithmétique était unie à la géométrie à la base. Quand on prenait le point, c'était 1. Quand on mettait la droite, c'était 2. Quand on faisait le triangle, c'était 3. Quand on faisait la pyramide, c'était 4, 5, etc. etc. C'est après maintenant pour comptabiliser, pour compter. C'est à ce moment que l'arithmétique s'est dissociée de la géométrie pour devenir une science à part entière. Donc la mathématique est l'expression de l'ordre de l'univers et des constantes, des quantifications et des formes qui se manifestent dans l'univers. Parce qu'il y a des quantifications, il y a des quantums, c'est-à-dire des champs d'énergie qu'on peut quantifier. La vibration du soleil n'est pas la vibration de la Terre. Pour percevoir la vibration de la Terre, il faut atteindre un certain niveau de spiritualité. Mais la vibration du soleil est perceptible par tout le monde.
À n'importe quel moment. Voilà. Donc quand le soleil brille, tout le monde est Tous au les courant. initiés, j'espère que vous êtes avec moi, vous comprenez de quoi nous La parlons. même chose entre nous là. Chacun de fait. nous a une fréquence vibratoire. Tout à fait. Et il y a ceux qui émettent une forte vibration. C'est d'ailleurs ceux-là qui deviennent la proie des prédateurs énergétiques, les voleurs d'énergie qui sont dehors là. Tout à fait. Bon, il y a d'autres qui ont des vibrations basses. Mais il faut aussi préciser que c'est le taux vibratoire. Quand il est accompagné d'intelligence, ça devient une... Il peut être réglable, c'est ce que j'allais dire, suggérer Oui, il peut... à nos téléspectateurs, oui. que vous pouvez régler tout ça en Bien fait, évidemment. en fonction des prédispositions du travail mental que vous faites, parce que c'est un travail au quotidien que vous devez réaliser sur vous. Un travail de respiration, un travail d'alimentation, un travail de discipline, de méditation. Une discipline de vie, très important. Donc, oui. j'étais en train de dire que ce taux vibratoire, une fois qu'il est combiné à l'intelligence, il devient quelque chose de redoutable. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui a un taux vibratoire bas, même s'il est intelligent, son intelligence ne sera jamais éclatante. Mais celui qui ou celle qui a un taux vibratoire haut, et que cela est associé à l'intelligence, cette personne devient une bombe nucléaire. C'est-à-dire que ses réalisations sont visible aux yeux de tous. J'ai envie de vous voir que j'ai une représentation vivante devant non, moi. Je ne parle pas j'ai été spectateur. Nous sommes toujours en train d'établir, madame, monsieur, la différence au niveau des deux démarches. En fait, on vous rappelle que nous parlons de l'ontophénoménologie et de la mathématique. Très bien. Les deux sont liés. Pourquoi? Parce que la logique tire sa source de l'être, de l'ontophénoménologie. Les mathématiques elles-mêmes tirent la source de l'ordre de l'univers. Tout à fait. C'est-à-dire la manière dont l'être manifeste les choses et la manière dont l'être structure ces choses. La manière dont ces choses se constituent de manière intelligente, mathématique et harmonieuse. Il y a une harmonie. La loi d'harmonie qu'on observe entre les distances des deux yeux, des deux narines, des deux oreilles, des deux bras. Une harmonisation parfaite. Voilà. Madame, monsieur, parfaite. C'est la structure intelligente de l'être la nature intelligente de l'être qui structure l'univers ainsi. Et c'est à partir de là que les héritiers de l'être que nous sommes, puisque nous nous interrogeons sur le pourquoi des choses, pouvons donc reprendre cet ordre, cette harmonie, pour le transcrire sous forme de logique et sous forme de mathématiques. Mais nous avons nuancé en disant, tout discours aussi logique, bien qu'il soit logique, n'est pas forcément vrai, n'est pas forcément lié à l'ordre de l'univers. Et la différence donc entre la pensée africaine et la pensée occidentale, c'est que la pensée occidentale a voulu subjectiviser la science. La science est devenue l'affaire d'un sujet. Et c'est le sujet qui fait la science. Le sujet n'écoute plus l'ordre de l'univers. Le sujet peut s'imaginer des théories. Et c'est pour ça qu'ils sont allés de théorie en théorie catastrophique, qui se combattaient, qui se contredisaient permanemment entre elles. C'est ça. La démarche africaine de la science, qui part de l'initiation, qui part de l'observation et qui aboutit à l'initiation, est une démarche qui reste en permanente connexion avec l'ordre de l'univers. Être toujours à l'écoute de la nature. La nature nous parle, elle nous dévoile ce que nous devons savoir fondamentalement. Absolument. Nous n'imaginons pas. L'imagination dans la pensée africaine, bien que existante, elle est très infime. Très bien. Très infime. Elle n'intervient que dans le domaine de l'art. Les œuvres d'art, c'est-à-dire les productions des masques, créativité, même jusque-là, autres. les couleurs qu'on met sur le masque. Non, il faut toujours une précision harmonieuse, il faut une harmonie, une synchronisation dans ces couleurs et dans ces mots-là, même dans ces mots, puisqu'on parle d'art. Bien évidemment. Et même ce masque que tu vois n'est pas un masque simple. Non, rien à une dimension rituelique. Nous sommes en contact chaque jour avec des artistes. Nous assistons à ces chefs-d'œuvre. Voilà. Nous savons que rien n'est fait au hasard à ce niveau. Rien. Donc, il y a un sens culturel, il y a un sens mystique, une fonction mystique. Absolument. Tu arrives chez un initié, tu vois un masque. Absolument. On ne touche pas n'importe comment. Voilà. On ne se place pas à des carrefours n'importe comment chez ces personnes-là. Il faut le savoir, madame, monsieur. Et dans chaque statuette ou dans chaque masque, c'est l'héritage de tout un peuple. C'est-à-dire que la connaissance qui est rassemblée autour. Mais évidemment qu'il y a des esprits dedans. Évidemment qu'il y a des esprits dedans.
au-delà même des esprits, oui. il y a l'héritage culturel, c'est-à-dire l'histoire de ce peuple-là. L'histoire, quand la tu arrives jeunesse, chez les très bien. Bamileke, ils ont leur représentation particulière. Ça peut rejoindre ce que font les Bétis, mais il y a des particularités qui sont l'empreinte de la culture locale. L'empreinte de l'héritage, la mémoire de ce peuple-là, qui est cristallisée dans cette œuvre d'art. Ou dans, généralement, même les danses sont des reproductions, c'est vrai, de l'ordre de l'univers, de la danse de la Terre, ou de la Terre, des planètes autour du Soleil, mais aussi qui donne un sens à l'histoire du peuple, en fonction des crises que ce peuple a connues, en fonction des succès que ce peuple a connus, en fonction du rapport que ce peuple entretient avec son environnement particulier, qui peut être un environnement où il y a de l'eau, où il y a de la forêt, etc. etc. Donc, la démarche des deux discours, le discours ontophénoménologique a une démarche essentiellement contemplative et descriptive. Très bien. Le discours logico-mathématique tel qu'élaboré par les Occidentaux, et non le vrai discours logico-mathématique que j'ai expliqué, c'est-à-dire que cette logique doit tirer sa source originellement de l'Oudjat. Une fois que la logique tire sa source de l'Oudjat et qu'elle ne sombre pas dans les imaginations et les subjectivités, en ce moment, cette logique, elle est fondamentale. Elle est en adéquation avec la vérité. Mais le discours logico-mathématique tel qu'élaboré et vécu par les Occidentaux est un discours construit. C'est une construction de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Très bien. Et cette construction, généralement, ne colle toujours pas à la réalité. Nous nous souvenons, lors du siècle dernier, fin du 19e, 20e siècle, le débat entre Einstein et Niels Bohr sur l'atome. C'était un débat houleux. Einstein a élaboré une théorie, la théorie de la relativité restreinte et la théorie de la relativité générale, où il voulait expliquer toutes les lois de l'univers sur la base de ces deux théories. Avec la découverte du rayonnement du corps noir par Max Planck, avec la naissance de la physique quantique, la théorie d'Einstein est devenue problématique. Parce que Einstein tire son inspiration de la mécanique newtonienne. Il y ajoute aussi de son propre, en ce qui concerne le référentiel, le point de vue dans lequel tu te situes pour juger une chose. C'est ça le référentiel. À partir de quoi tu regardes la chose. Et la notion de référentiel dans la science occidentale, dans les théories occidentales, naît avec l'approche galiléenne, le référentiel galiléen. Donc Newton s'inspire du référentiel galiléen et de la thèse newtonienne de la gravitation universelle, etc. Et sans oublier le calcul différentiel et tout l'héritage, cet héritage scientifique, il s'inspire de la mécanique et il s'inspire de la thermodynamique pour essayer d'élaborer une théorie générale, qui est donc la théorie de la relativité restreinte et la théorie de la relativité générale. Face à ça, il a été buté à la notion d'incertitude qu'on a découvert dans l'univers de la physique quantique. Et cette notion d'incertitude bat en brèche et la théorie newtonienne et la théorie einsteinienne. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, quand on a une particule qui vibre permanemment, on est incapable en même temps d'évaluer sa position et de mesurer son impulsion. Parce que c'est toujours en permanent mouvement. Donc, quand on fixe l'électron, on l'isole de son champ d'action. Cet électron n'a plus la fonction, c'est-à-dire maintenant on biaise l'expérience. En isolant l'électron de son champ d'action, cet électron ne peut pas être saisi dans sa vérité. Évidemment. Voilà. Il a été comme dénaturé, voilà. Il n'est plus lui-même. Voilà. Un peu comme on prend un verre de terre, on l'enferme dans une bouteille, il va mourir. Il va mourir. Donc, en voulant saisir l'électron, et on l'isole de son champ d'interaction, et le résultat qu'il produit est un résultat qui ne dit pas la vérité. C'est un aspect. On découvre l'un de ces aspects. Et là, ça a posé un problème. Dans les théories précédentes
dans le 18e et le 19e siècle, on parlait d'objectivité scientifique. C'est-à-dire la science est objective. Elle dit les choses telles qu'elles sont, sur la base de la codification mathématique et la rigueur mathématique, la loi de la causalité, tout ça. On disait donc qu'on parlait des sciences exactes. Quand on dit 1 plus 1, c'est 1 plus 1, mais on sait aussi que 1 plus 1 égale 1. Voilà. Voilà. On peut aussi savoir que 1 plus 1 égale... Si vous permettez, on va faire une petite transition, on va faire une petite pause. Nous avons parlé déjà de la définition, nous avons parlé de la définition, de l'origine, de l'influence du rapport, des différences entre les démarches. Nous allons continuer évidemment avec le conditionnement de tout ce qui précède, ce qui est avant, ce qui est après, ce qui vient avant, ce qui vient après. C'est très important aussi. Et finir notre émission, Madame, Monsieur, nous vous remercions d'être toujours scotchés sur notre télévision, Kemet Télévision, voilà, au cœur de la Renaissance africaine. C'est votre émission Oudjat que vous êtes en train de regarder. Et nous nous faisons plaisir, évidemment, sur le plateau avec mon frère Todd, de vous égayer, de vous donner les définitions de notre thématique d'aujourd'hui. Je la reprendrai quand nous relançons tout à l'heure. Donc, on vous laisse le temps de souffler, nous aussi, sur le plateau. On se retrouve tout à l'heure après. À tout de suite, Madame, Monsieur. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline.
Merci Madame, Messieurs de nous rejoindre à l'instant. Si vous arrivez, vous êtes scotché sur évidemment votre télévision, Kémy Télévision, au cœur de la Renaissance africaine, et vous êtes sur votre émission Odiet en compagnie de notre frère Todd, abonné, de moi-même à la présentation, mais surtout à la réalisation. Messi, il assure bien de ce côté-là. Et la régie, Magné est là en poste avec nous en studio. Nous parlons justement de cette belle thématique que nous vous avons proposée cet après-midi. Voilà. Mais sachez que notre devise, hein, désormais, vous devez la retenir, Madame, Monsieur Odiet, est l'émission de la pensée révolutionnaire, hein, pour tous ceux qui sont engagés à faire bouger les choses, à changer justement les choses dans cette nouvelle renaissance africaine, dans cette nouvelle vision de l'Afrique. Alors, nous allons continuer dans notre causerie éducative, dans notre thématique. Alors, nous parlions justement du rapport, de la différence qu'il y a entre l'ontophénoménologie et justement la logico-mathématique. On peut y revenir pour poursuivre justement notre entretien. Oui, tout à fait. Donc, on était en train de dire que si on inscrit le discours logico-mathématique en accord avec la nature de l'Oudjat, tel que nous l'avons défini dans l'émission précédente. Très bien. Alors, le discours logico-mathématique s'inscrit à la suite du discours ontophénoménologique et il reste en accord avec la vérité. Mais si nous séparons, si déjà nous, on n'a pas bien compris le discours ontophénoménologique et qu'on estime que le discours logico-mathématique doit s'inscrire au niveau des constructions subjectives de l'homme, alors là, on n'est plus dans la vérité, on est dans les subjectivités qui peuvent déformer, c'est ce que tu disais très bien, frère Todd. Qui peuvent biaiser la vérité. Oui. Maintenant, avec la crise de la science occidentale entre le 19e siècle et le 20e siècle, d'ailleurs, il faut préciser que au siècle de Vienne, ces gars voulaient axiomatiser la pensée. Et c'est cette même axiomatique qui se poursuivait dans le domaine de la mathématique. La mathématique. Vouloir réduire la compréhension de l'univers à une seule équation mathématique. Oui, oui, pour pouvoir mieux contrôler tout le reste. Bien évidemment. Et le rôle de la logistique discuté et développé au sein de l'école de Vienne, il faut préciser que Vienne, c'est une ville allemande. Là-bas, il y avait un cercle de penseurs, de logiciens, dont les Wittgenstein, les Frege, les Russell, et tous les boules. Il faut préciser que la logistique a suivi toute une école partant du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Et ça s'est cristallisé au sein de l'école de Vienne où on voulait axiomatiser la pensée. C'est-à-dire que aucun discours ne doit être tenu en dehors de cette axiomatique. Tout à fait. L'axiomatique est donc l'ensemble des énoncés fondamentaux tirés de la logique ou du rapport entre la logique et le réel, la pensée et le réel, l'ensemble des énoncés fondamentaux qui disent le réel. Et là, c'était aussi une approche critique à la métaphysique traditionnelle. Tout à fait. La logique était une réaction à
à la théorie de la connaissance élaborée comme par une Emmanuel remise en Kant. question totale sur ses fondamentaux. Bien évidemment. Donc, quand on rentre dans ce qu'on appelle des constructions mentales, il est vrai qu'on est dans le formel, c'est-à-dire le rapport entre les énoncés et le réel. Et c'est de là aussi que les sciences algébriques ont beaucoup plus prospéré. Il y a tout un discours subtil où on parle seulement en termes de A, B, C, D, X, etc., etc. Tout ça rentre dans le domaine de la logique. Donc on n'est plus dans la logique d'Aristote qui était une logique des énoncés d'ordre psychologique. Logique, très bien. Mais on est dans une logique où on formalise le discours. C'est-à-dire on établit le rapport entre ce qu'on dit et ce qui est réel. Il faut montrer des preuves. Il faut que les preuves soient visibles. Oui, mais sauf que voilà, sauf on ne peut pas réduire le réel aux énoncés axiomatiques. C'est impossible. Puisque le réel... Mais comment les expliquer? Parce que quand on essaie de les démontrer, ça veut dire qu'on cherche à montrer l'explication. La démonstration n'est pas la vérité. On peut faire une déclaration et on cherche à démontrer que c'est vrai, alors que c'est faux. Voilà. C'est aussi très possible. Il y a donc ce phénomène de la préséance de l'ontophénoménologie. C'est le réel qui dicte la vérité, c'est pas ce que vous dites. Très bien. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut toucher. Et c'est pour ça que la maxime élaborée par les phénoménologues du XXe siècle, c'était retour aux choses mêmes. Que les choses mêmes nous parlent. Aux choses mêmes. Que les choses nous parlent. Laissez-nous vos discours là. Oui, nous sommes fatigués. Dans des constructions logiques, c'est-à-dire techniques. Oui. Issu du langage, la science du langage. Oui, tout à fait. C'est ça, la logique. Alors que le réel, les choses même nous disent autre chose. Et nous attendent. Elles attendent d'être explorées. Et les choses se dévoilent à nous quand elles veulent. Elles se voilent à nous quand elles veulent. Elles attendent d'être explorées, madame, monsieur. monsieur. C'est pour ça que tu iras cueillir telle plante. Si tu ne maîtrises pas les codes, la chose te reste voilée. Tout à fait. Tu n'auras jamais accès au code de la chose. Donc il y a un dialogue qui doit s'établir entre toi et la chose. Tout à fait. Donc les choses recèlent un voilement et les choses se dévoilent quand elles veulent se dévoiler. C'est là où la logique devient problématique. C'est là où la logistique, l'axiomatique devient problématique. On ne peut pas axiomatiser le réel parce que dans le réel, il y a toujours une dimension qui reste voilée et qui peut se dévoiler à nous quand cette chose veut. À tout moment, quand elle veut. Oui. Maintenant, le problème fondamental qui s'est passé avec la science des laboratoires, c'est qu'on a commencé à forcer le réel, à vouloir forcer le réel à dévoiler son contenu. On est parti de la structure atomique de la matière pour parvenir à la structure particulière de la matière, c'est-à-dire la physique des particules. Il faut préciser que la d'une cellule, si vous voulez. La cellule est même complexe. Là, tu sais, la cellule est constituée d'un noyau, de mitochondries, de vacuoles. C'est déjà un système complexe. Et la cellule est constituée des chromosomes. Les chromosomes sont constitués des molécules. Mais les molécules sont constituées des atomes. Donc, la cellule est loin là-bas. Très bien. Nous, on est au niveau des atomes, la physique, la microphysique. Ok. Et même dans cette microphysique, l'atome lui-même est constitué de particules. Très bien. Puisqu'il y a l'électron et il y a le proton. Le proton. Qui sont les particules. Maintenant, il y a l'espace qui est situé entre le proton et l'électron. Cet espace-là, est-ce que c'est un espace vide? Ou est-ce qu'il y a une vie dans cet espace? Non, dans vos explications, dans l'explication, il y a une vie, il y a quelque chose qui se passe là-bas, madame, monsieur, et nous sommes là pour le comprendre et le savoir. Nous avons le proton, ou le noyau, qui est stable, et l'électron qui tournoie autour. Maintenant, bon, les atomes sont complexes. Là, c'est l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène. Tout à fait. Voilà. L'atome d'hydrogène est l'atome fondamental, est le premier atome de tous les atomes. Ensuite, il y a l'atome d'oxygène. Ensuite, il y a l'atome de carbone. Et ensuite, il y a l'atome d'azote. Voilà les 4 atomes de manière ordonnée. Premièrement, l'atome d'hydrogène. Deuxièmement, l'atome d'oxygène. Troisièmement, l'atome de carbone. Et quatrièmement, l'atome d'azote.
Donc, nous avons H, nous avons H2O, H. Donc, c'est en fonction du nombre de particules, d'électrons, qu'on différencie donc ces atomes-là. De leur charge et tout ça, la charge du noyau, etc. etc. Très bien. Waouh, waouh, waouh. Donc, quand on entre dans le rapport entre le noyau donc, qui est stable et l'électron qui spin autour, au milieu, là où il y a l'espace, là, il y a quoi? Bon, quand on entre même au niveau du noyau atomique, ce noyau a une quantification qui peut être 2, qui peut être 3, qui peut être 5, qui peut être 1, qui peut être moins 1, qui peut être moins 2, qui peut être moins 3. Donc, quand on va du plus au moins, on va de la matière à l'antimatière. C'est-à-dire cette matière qui est dominée par la loi de la pesanteur vers une matière qui s'élève vers les sphères. Au lieu que ça chute, ça s'élève plutôt. Voilà. Donc, c'est en fonction de la charge du noyau. Maintenant, quand on va maintenant au niveau même de l'univers des particules proprement dites, ces particules aussi sont chargées. En plus, comme en moins, il y a aussi des particules nulles qui ont pour nombre 0. Charge 0. Donc, au-delà de ces particules, on parvient à la notion de vibration. Parce qu'il y a une dualité entre onde et particules, vibration et particules. L'onde, c'est l'ondulation, c'est la vibration. Dans l'ondulation, on ne saisit pas la particule. La particule, c'est une vibration. Dans la pause, on saisit la particule. Mais cette particule elle-même est une charge. Mais est-ce que cette particule, qui est donc à charge nulle, peut encore rentrer dans le domaine de la matière? Donc on comprend donc qu'il y a l'immatériel. Et dans cet immatériel, la physique ne rendra jamais compte de l'intelligence. Non, la physique ne peut pas calculer l'intelligence. La physique ne peut calculer que les mouvements des particules. La physique ne peut saisir que le rapport entre les particules, les interactions entre les particules. La physique ne peut saisir que la charge des particules. Voilà les trois éléments. On a parlé du mouvement, on a parlé de l'interaction, on a parlé de la charge. Voilà le champ proprement dit de la physique. Et on est dans un champ proprement logico-mathématique. Très bien. Mais sauf qu'ici, il y a une différence. Entre la logico-mathématique classique de l'époque de Newton et la logico-mathématique de l'époque de la physique quantique, où il y a les incertitudes, où la réalité a quelque chose qui nous échappe. On rentre donc dans le mystère ontophénoménologique, où on voit maintenant une proximité frappante entre le champ d'exploration de la physique quantique et le champ d'exploration de l'approche ontophénoménologique. Mais sauf qu'ici, il y a toujours cette tendance à vouloir particulariser la réalité, réduire la réalité, fragmenter la réalité en particules élémentaires. Et quel est le sous-jacent? C'est la pensée logico-mathématique sous-jacente qui voudrait toujours qu'il y ait quelque chose qu'on puisse saisir pour mesurer et quantifier. Dans quel but? De compréhension? Mais dans le but de l'élaboration des équations et dans le but de la manipulation des énergies. C'est-à-dire dans le sens de la production, dans le sens de la technique et de la technologie. Nous avons donc une pensée logico-mathématique qui est au service de la technique et de la technologie. Et nous avons un discours ontophénoménologique qui est fondé sur l'existence, le sens de l'existence, le pourquoi de notre être au monde. Donc nous avons deux champs qui au départ sont liés, mais à un certain moment se séparent en ce qui concerne les préoccupations. Le discours logico-mathématique a pour but ultime la production des gadgets, les téléphones, les avions, y compris quand on dit logico-mathématique, c'est aussi l'intelligence artificielle est dedans. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est pour la production des gadgets. Donc les satellites, les téléphones, les téléviseurs, les caméras, les puces, etc., etc., etc. Donc voilà à quoi aboutit le discours ou la démarche logico-mathématique. Elle aboutit, cette démarche, à la production des choses. Construction des maisons, des routes,
hein, des usines, des industries, etc., etc. Maintenant, la démarche ontophénoménologique porte vers la connaissance du pourquoi de notre être au monde. Quelle est notre mission? Et cela nous porte vers la découverte de la nature de la divinité, la nature sacrée de la divinité. On a donc une démarche qui porte vers ce que les autres appellent généralement le salut, le rapport de l'homme avec l'esprit. De l'autre côté, c'est le rapport de l'homme avec la matière et la manipulation de la matière. Tout à fait. Mais les deux sont liés. Parce que partant du dévoilement originel de l'être, du surgissement de l'Oudjat, qui est le carrefour, et maintenant l'Oudjat disperse dans les rôles de chacun. Que bon, logico-mathématique, ça c'est pour élaborer des gadgets, la vie quotidienne, l'industrie, le développement d'ordre matériel. De l'autre côté, la démarche ontophénoménologique nous porte vers le développement d'ordre spirituel. Mais est-ce que pour autant il faut séparer les deux? Oui, je dois avoir le téléphone pour communiquer avec toi. Oui, mais j'ai aussi une autre manière de communiquer. Ça, c'est l'approche africaine. Très bien. Si je veux te transmettre un message là, je vais sur un fleuve là où l'eau coule là. Je sais ce que je fais. D'accord. Je peux écrire une lettre comme je veux. Il y a plusieurs techniques. De quand t'apprécies les balafons. Je vais t'expliquer ces choses. D'accord. Je ne vais pas essayer de poser des questions, madame, monsieur, ou contacter le... Il y a des numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Voilà. On peut poser des questions, toutes les questions que vous voulez à notre frère d'abonnés. On peut communiquer par des sifflotements. Oui. On peut communiquer par le regard. Je parlais de cette balafon, de cette tambour, de cette tam-tam qui se faisait à une certaine époque. On peut aussi ça se fait toujours, de nos jours. Très bien. On communique aussi avec l'eau. Les femmes savent faire ça. Chez nous, on appelle le kourou. C'est de là que sort le tambourin. Exactement. Tout à fait. Voilà, c'est la femme qui ont la déesse Hathor, c'est elle qui a inventé l'affaire là. Voilà. Donc, nous sommes dans la diversité communicationnelle. Tout à fait. Tu vois, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que le discours logico-mathématique vise à nous enfermer dans un univers de représentation clos, où rien ne doit se faire en dehors de la technologie comprise au sens occidental du terme. Comme un serveur qui envoie des données, elles sont précises, on ne discute rien, c'est comme ça, on obéit. Donc là, nous, on éclate, donc c'est ça le but de cette émission où on montre les multiples moyens de communication qui ne sont pas réduits au téléphone, tout à fait, ou au télégraphe, ou à la radio, ou à la télé, ou aux conférences, ou aux réunions, ou à tout ce qu'on connaît. À tout ce que vous pouvez imaginer, madame, monsieur. Oui. Il y a la communication onirique, par les rêves. Il y a la communication aquatique, par l'eau. Il y a la communication aérienne, par l'air. Il y a la communication par le tam-tam. Ah, madame, si j'étais un spectacle, j'aurais demandé à tout le monde d'applaudir. J'espère que vous applaudissez la communication par les gestes. Oui. Il y a la communication par le regard. Il y a la communication par la vibration à distance. Donc, il faut montrer les limites de l'aboutissement de la pensée logico-mathématique occidentale pour ouvrir des perspectives d'exploration possible à ce qui concerne les chercheurs, les futurs chercheurs, nos jeunes qui font dans la recherche. Et pour agrandir, repousser les bornes et les limites de la perception et la compréhension du champ civilisationnel dans lequel nous sommes. Frère d'abonnés, est-ce que tout ce que vous dites peut permettre à un moment donné de résoudre les problèmes que nous rencontrons dans notre société au quotidien? Parce que j'imagine que c'est ce que nos téléspectateurs sont en train de vouloir pour me poser comme question là. Oui. Dis-moi, nous avons un téléphone. Nous sommes contrôlés par ce téléphone. Si toi et moi, on apprend à communiquer par le regard, tu penses que quelqu'un va percer le mystère là? Non. Alors? Encore qu'on dit que nos téléphones sont sur écoute, tout ce que nous disons, il faut faire attention à votre téléphone. Faites attention. Ça, c'est le piège du résultat de la pensée logico-mathématique occidentale.
Ça, c'est le Faut piège. le dire. Donc, Oui. il faut comprendre que les Africains doivent rester toujours liés à l'ontophénoménologie. Connecté. À l'ontophénoménologie. Le langage, même dans le langage, qui est l'élément de la communication, l'élément de base de la communication, il y a Tout le à fait. langage silencieux. Tout à fait. Il y a le langage onomatopée. Quand je te dis... On se comprend. Donc voilà. Voilà, monsieur, j'espère que vous êtes dans cette mouvance. Prenez le train en marche. Ça, là, pour vous, tout ce cette qui est arrivé. émission permet donc d'avoir en vue, en perspective, toutes ces possibilités de communication. Exactement. Quand on a, ça c'était au niveau de la communication. Quand on entre, bon, je termine par là, par le rêve. Si je veux te transmettre un message, mais tu vas me voir la nuit. Très bien. Je vais te dire que bon, non, tu vas aller à Bétoile. Ah, mon frère avait une grosse somme, avait un gros panier rempli de billets, de billets de banque. Pas Bétoile. Parce que Oui. si tu vas à Bétoile, Oui. ça c'est pas gay. Non. Ça sera une conversation entre toi et moi. Tu dis, Tout à fait. ok, Oui. c'est ce que tu as dit. Tu penses que qui va contrôler ça? Personne ne peut contrôler ce type de communication. Donc même l'intelligence Mais c'est artificielle, réel. voilà. Même l'intelligence C'est artificielle, visible. où on vous contrôlez les gens par la reconnaissance faciale, des choses comme ça. Après les Il y robots, aura qui toujours- enfantent déjà, qui font des choses. Il y aura Écoutez, toujours une dimension de la communication qui va échapper au contrôle. Absolument. Et c'est pour ça que la communauté Absolument. kamite doit Absolument. apprendre à développer ses attitudes de communication pour échapper au contrôle global qui tire sa source du discours logico-mathématique à l'occidental. Tout à fait. Donc, ça c'est au niveau de la communication. On entre au niveau de la diététique, l'alimentation. On est aujourd'hui dans un discours logico-mathématique qui produit des produits chimiques, qui produit des synthèses chimiques. Oui. Et ces synthèses chimiques deviennent nocives à l'organisme. Les aliments que nous consommons sont... Il y a le formol dedans, parfois les engrais chimiques et tout ça. Oh, les cancers qui généraient Les tant de cancers, nous maladies. avons- AVC, oh, toutes ces maladies Voilà. que dans le temps, nous ne savions même pas qu'elles existaient. Elles sont là aujourd'hui, elles frappent à Tout notre simplement pourquoi? Parce que l'homme a osé croire qu'il peut créer un monde à l'image de ses représentations. C'est ça qui a généré tout ce que tu vois là. porte. Ça allait prendre l'information à la source. Voilà. Or, l'Africain, à la base, sait que pour consommer un bon fruit d'orange ou d'ananas ou machin, je dois prendre la graine, aller là où il y a la terre fertile. Et je sais même comment on fertilise le sol. C'est pas avec les engrais. Je sais comment. Et maintenant, il faut développer les techniques de régénération du sol. Ouais. Il y a même des rites pour régénérer le sol. Il y a des techniques naturelles, mais il y a aussi des techniques ritueliques. Pourquoi? Parce que dans la pensée africaine, l'Afrique, la terre est habitée par des génies. Et pour que cette terre se régénère, il y a des rituels qu'il faut établir avec ces génies. C'est ce qui s'est toujours fait, frère Todd. Voilà. Quand on faisait les barrages, toutes ces routes-là et tout, il fallait donner des présents à tous ces esprits-là. C'était pas évidemment. Et quand on ne le faisait pas, le pont s'écroulait ou Voilà. la route Où il y avait des se morts, des déconstruisait. accidents. Mais oui. Voilà. Oui. Donc, il y a cette réalité-là. Donc, on a parlé du volet communicationnel, on a parlé du volet nutritionnel. Très bien. Où il faut se rassurer que ce que nous mangeons est issu des produits naturels purs. C'est-à-dire qu'une graine d'orange, une bouture de manioc ou une graine de papaye, Sans conservateur sans ajouté. voilà. Rien Mais dans d'autre. la terre, Très direct. bien. Et puis, L'eau. on arrose. De l'eau. Arrosage. Et on consomme directement. Ça, c'est au niveau de l'alimentation. Quand on entre dans le vestimentaire, le discours africain dit on ne produit pas les habits au hasard. Ces habits doivent être en accord avec les rites, l'univers des représentations. Ah, de vous la- me voyez de cette sourire parce culture. que je vous vois, vous êtes très élégant ce Voilà, matin, encore merci. plus. Merci comme beaucoup, d'habitude. merci. Écoutez. Donc, Mais oui. voilà tout ce que l'Africain a fait n'est pas au hasard. Ça, très L'habillement bien. n'est pas au hasard. Les masques, là, en général, c'est pas fait au hasard. Très bien. Et
le discours logico-mathématique a aussi voulu axiomatiser le discours politique. C'est ça qu'on appelle la technocratie. On les appelle les technocrates. Tout à fait. Cette expression, quand on entend ça, ça impressionne, ça éblouit certains, mais ils ne savent pas. En prononçant cette expression. Dites-nous qu'est-ce que c'est en réalité. C'est encore une manipulation. Sont fondés, formatés à un mode de comportement, de raisonnement, de réflexion et d'attitude. C'est-à-dire que... Pas différent des robots. Hein. Voilà, bien évidemment. Pas différent des robots. Oh, bah oui. Dans la pensée. Tout ça, c'est le résultat de la volonté d'axiomatiser, de contrôler. C'est ça l'axiomatique. L'axiomatique est le renfermement de la réalité, de la complexité de la réalité dans un mode de représentation. Et je dis, même ce qu'on qualifierait d'axiomatique africaine est problématique. Parce que cette axiomatique doit toujours être revue et révisée. Dans la mesure où l'être se dévoile toujours d'une manière particulière, d'une époque à une autre époque. Exactement, nous en parlions à l'émission introductive. Il faut qu'il y ait toujours un perpétuel renouvellement, actualisation des choses pour qu'on sache qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Bien évidemment. Oui. Donc nous sommes là inscrits dans une dynamique de mutation permanente, mais il y a un fondement qui demeure, qui est la vérité. L'essentiel, la source même. Voilà. Le renouvellement, c'est le changement de forme, le perfectionnement de forme, ajustement, etc., etc., etc. Et cet ajustement doit toujours se faire sur l'inspiration de la source sacrée. La source sacrée, madame, monsieur, nous en parlons toujours. J'espère que vous êtes en train de passer un bon moment en notre compagnie. Vous avez déjà la thématique. N'oubliez pas, vos commentaires, il y a des numéros. Il y a des numéros affichés au bas de votre petit écran. Vous pouvez écrire à notre frère Todd à tout moment, lui poser des questions. Si vous n'avez pas bien compris une explication pendant l'émission, posez-lui toutes les questions possibles et il se fera un plaisir, évidemment, de vous répondre. Nous sommes en train de sortir de l'émission, de chuter, et nous allons progresser. Nous allons progresser en vous posant encore des questions, puisque nous sommes là pour apprendre, madame, monsieur. Comment peut-on appliquer la rigueur, justement, de ces mathématiques-là, de ce discours-là, mélangé à cette pensée fondamentale? Mais comment instaurer une rigueur qui pourra rester et aider, justement, à cette nouvelle version d'Afrique que nous prenons au travers de cette émission Odiate? Cette rigueur ne doit jamais être une vue de l'esprit, ni une construction mentale et subjective. Cette rigueur doit toujours se porter vers l'ordre de l'univers. L'ordre que l'univers nous dévoile. La manière dont l'univers nous parle de lui-même. Et le rapport que l'univers nous révèle entre lui et nous. Entre lui et chacun de nous. Nous devons apprendre à connaître ce rapport. Nous devons apprendre à sentir ce rapport entre nous et l'univers. Entre moi et la lune. Entre moi et le soleil. Entre moi et telle étoile. Entre moi et telle constellation d'étoiles. Entre moi et l'eau. Est-ce que je suis plus influencé par l'eau de mer, par l'eau des fleuves, par les ruisseaux, par l'eau de roche? Mais quelle est la fonction de l'eau de roche? Mais en quoi ces éléments-là nous apportent même quelque chose de concret, de précis dans nous? Justement, cela nous reconnecte à notre essence et à notre source fondamentale. Et une fois qu'on est rebranché comme le courant, la prise de méchant, on est on appelle ça quoi? On a une infusion, on est infusionné, s'il faut employer l'expression, par cette force, cette énergie, cette intelligence. En fait, nous sommes mus par la force intelligente qui nous transforme. Très bien. Et qui perpétuellement nous permet de muter dans le sens de la perfection. Celle qui nous recadre, nous met sur le même chemin, qui nous guide comme une lanterne. Bien évidemment. Et donc cette connexion permanente fait en sorte que même au niveau de l'agir, avant de poser un acte, quand tu es renfermé dans toi, dans tes représentations, et que tu n'es pas connecté à la vérité, de l'ordre de l'univers. Tu vas toujours te retrouver en train de t'embrouiller seul, de sombrer dans les embrouillamini, de tourner en rond, de te fracasser le visage, de te relever sans jamais trouver d'issue. La meilleure issue et l'issue ultime et idéale, c'est cette connexion permanente qui devient donc une tension permanente et une rectification permanente. Chaque fois qu'on veut poser un acte et qu'on se connecte, nous avons la clarté
de notre situation. À un moment, il devient un besoin de quelque chose nous manque. Il faut qu'on y adhère pour avancer. Cette connexion permanente, elle devient la rectitude de vie. L'Africain vit donc en personne, je vais dire, en personne droite, en personne établie, accomplie, en personne ordonnée, en personne juste, en personne qui s'accorde toujours avec les choses, qui sait écouter le temps. Et qui sait écouter la nature, qui sait écouter les intuitions, les signes, les pensées qui viennent vers nous, très bien, les révélations qu'on nous offre, les rêves. Est-ce que cette pensée donc africaine s'inscrit davantage dans le discours ontophénoménologique, bien évidemment, ou encore dans le discours logico-mathématique? Est-ce que vous pensez que tout cela corrobore, concorde très bien, participe à l'avancée de ce que nous essayons de présenter de l'Afrique aujourd'hui? La pensée africaine a toujours uni les deux. Très bien. La démarche l'approche ontophénoménologique qui nous porte vers le développement spirituel. Et vers le bon vécu d'abord dans la vie quotidienne avant de penser que je vais mourir, je vais aller où? Tu vis comment? Tu t'organises comment? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu agrémentes tes journées? Parce que l'approche ontophénoménologique a un impact sur le plan physique, biologique. Très bien. La manière dont tu te nourris, en accord avec la vérité de la nature, tu es en bonne santé. La manière dont, sur le plan mental et psychologique, tu t'accordes aux lois de la nature, aux lois divines qu'on appelle chez nous les lois de la maths, tu es en accord avec toi-même, tu es en accord avec ta communauté et tu es en accord avec l'univers. Très bien. C'est ce qu'il faut rechercher en réalité pour chacun des êtres humains. Bien évidemment. Ok. En ce qui concerne la purification de soi, il y a la maîtrise de la respiration, il y a la maîtrise des qualités d'eau qu'on doit utiliser pour tel type de rituel plutôt que pour tel type de rituel. D'accord. Il y a la maîtrise de la nature du fleuve, de chez toi, et même d'abord de la nature du fleuve fondamentalement. Je veux dire l'eau dans son sens fondamental. Maintenant, l'eau de mer diffère de l'eau des fleuves, de l'eau des rivières. Maintenant, l'eau qui sort de la pierre, la source, est une eau particulière. L'eau des chutes est quelque chose de particulier. Il y a les zones telluriques, là où il y a des hautes vibrations, notamment là où il y a les pierres, les roches. Donc, il y a la maîtrise de l'environnement. Donc, pour qui certains... fait en sorte que la santé physique et mentale soit effective. Effective, les deux. Tout à fait, oui. Et l'attitude, le comportement au sein de la communauté, le respect des interdits. Ça là, ça c'est dans l'approche ontophénoménologique qu'on a ce vécu quotidien. On a déjà un vécu. Comment choisir son mari? Comment choisir sa femme? Comment concevoir un enfant? À quelle période le faire? Comment le faire? Quand l'enfant naît, qu'est-ce qu'il faut faire le premier jour? Quels sont les baptêmes africains? Comment baptiser l'enfant? Quelle éducation de base inculquer à l'enfant? La dot se passe comment? Quel est le sens, la vraie nature de la dot? On aura l'occasion de parler. C'est vrai que dans une autre émission, la matriarche Nangonjo en parle. On va faire une émission sur la dot. Parce que Oudjat est là pour porter lumière sur tout le vécu quotidien. Tout à fait. Donc l'approche ontophénoménologique est une approche, est une démarche qui nous lie à notre être intérieur et à notre être biologique et à notre lié et à la nature. Très bien. L'approche logico-mathématique intervient lorsqu'il faut produire des choses, lorsqu'il faut construire des maisons, lorsqu'il faut fabriquer des masques, fabriquer des habits, les statuettes, les routes, construire les routes, organiser la société, faire des innovations. D'ailleurs, pour démontrer que cette pensée a toujours existé en Afrique, nous voyons les pyramides qui existent là. Absolument. C'est le résultat de la démarche logico-mathématique. Absolument. Quand nous voyons l'architecture égyptienne des grands palais royaux,
telle que nous voyons, c'est la démarche logico-mathématique. Quand nous voyons les découvertes que les anciens Égyptiens ont faites sur la chimie, sur les lois de la physique, etc., c'est une démarche logico-mathématique qui n'est pas pour autant séparée de la démarche ontophénoménologique. Et il faut le marteler aujourd'hui. La démarche ontophénoménologique précède et détermine la démarche logico-mathématique. Très bien. Pour que la logique existe, il faut qu'il y ait le djat. Très bien. Pour que les mathématiques existent, il faut qu'il y ait le djat. C'est cette djat qui porte la clarté sur l'ordre du monde. Cette djat, c'est quoi? En nous, c'est la conscience. Très bien. C'est la faculté de juger, la faculté de discerner, c'est la pensée. La pensée. En chacun de nous, c'est ça le djat. C'est l'intelligence qui agit en nous. La source sacrée. Qui agit même dans les plantes, dans les pierres. Parce que les pierres, quand tu vois le diamant qui sort du sol, il est taillé en losange, en figure géométrique. Je l'ai appelé à notre introduction, l'émission Introduction Source Sacrée. Vous avez acquiescé, c'est vrai? Bien évidemment. Source Sacrée. Bien évidemment. Très bien. Donc, c'est pour ça que l'émission Oudjat, effectivement, est l'émission de la pensée révolutionnaire. Très bien. La pensée qui brise les stéréotypes, pour réintroduire les humains dans le réel. Très bien. On vit le réel. C'est ça. Exact. Regardez, je suis en compagnie de mon frère Todd Abonné. Voilà, nous parlons. Je lui posais justement la question en quoi l'éducation africaine actuelle favorise-t-elle ou non l'équilibre de ces deux approches dont nous parlons, l'approche ontophénoménologique et le phénomène, si on peut le dire comme cela, logico-mathématique. Donc l'approche logico-mathématique et l'approche ontophénoménologique au sein de l'Afrique actuelle repose sur une éducation chaotique. Vous avez dit biaisée depuis le départ. Chaotique. Parce qu'elle nous coupe de ce que nous sommes dans notre histoire, dans notre environnement, dans notre contexte socio historico-culturel. Voilà. Donc, nous sommes devenus des zombies, des robots qui reproduisent ce qu'on a dit, ce qu'on dit dans les écoles. Et ces écoles elles-mêmes sont toxiques pour nous parce que les résultats sont patents. Aujourd'hui, regardons d'abord les sociétés occidentales. Et ça se répercute aujourd'hui en Afrique. Les enfants deviennent de plus en plus méprisants, insolents vis-à-vis des aînés. Ça, c'est vrai. C'est dommage. Leur mère les découpe et les mettent dans les valises pour aller vendre les organes. Les enfants, le modèle éducatif ne fait même que diminuer, puisque un enfant ne peut plus te faire une dictée. Tu ne peux pas lire un paragraphe. Quand je lis, je corrige souvent les copies à l'université. Mais c'est un seul paragraphe, c'est 597 fautes. Un seul paragraphe. C'est incroyable. C'est indigène. Bon, supposons même que le français ne soit pas notre langue. Mais les éléments qui sont même introduits, qui structurent l'éducation, ne sont pas à notre service. Quel est notre mode de représentation de la société? C'est le mode occidental. Quel est notre langage? Nos langues, c'est le français, c'est l'anglais. Quelle est notre conception du droit? C'est la conception occidentale du droit. C'est vrai. La conception du journalisme. La conception de la psychologie. La conception de la sociologie. Occidentale. Donc, nous sommes dans un mode éducatif qui ne correspond pas à notre vision du monde. Il est donc question de revoir cette éducation qui, aujourd'hui, gangrène notre société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous partons de corruption en corruption. Parce que dès qu'un technocrate quitte le pouvoir, l'autre arrive. Il est même d'abord tenu par les sectes. Donc, il poursuit le même système. Ça ne change pas. Donc, on aura toujours les pillards, les gens qui vont créer le tribalisme, les divisions pour mieux régner, etc. Et les gens qui vont continuer d'abuser de la jeunesse, de la naïveté de la jeunesse, de la naïveté des peuples. Donc nous sommes dans un mode éducatif occidental qui est un vrai poison pour nous-mêmes. Le discours, la démarche ontophénoménologique et la démarche logico-mathématique doit être reconnectée à la démarche d'antan, notamment telle qu'élaborée depuis l'Égypte pharaonique et telle que vécue avant
les périodes impériales, c'est-à-dire l'impérialisme occidental, qu'on appelle la colonisation, etc., etc. Nous avions une manière de nous organiser, de gérer nos conflits. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison chez nous. Il y avait l'isolation. Quarantaine. On t'isole. Voilà. La Quand ça ne quarantaine. va pas, on te bannit. Tu ne parles plus à personne. quand- Tu restes chez toi seul. Tout le village, tout le monde te boude. Voilà. Il y avait le bannissement. Quand ça atteint notre niveau, Ah là, on vous te êtes bannit. expulsé du village Voilà. carrément, oui. Et quand ça Oui. atteint le dernier niveau, on te tue. C'est-à-dire que si toi, tu es un tueur en série, tu sors la nuit, tu pars manger les gens, on te frappe, on t'envoie le tonnerre, on te tue le matin, noir comme le charbon. Voilà, donc ça, c'était les sentences africaines. Très bien. On n'avait pas besoin de prison. Donc, il y a toutes ces choses. On avait notre manière de nous organiser. Très La bien. société était structurée sur la base du respect des interdits, du respect du droit d'aînesse, respect de l'ordre social, les ethnies. Il ne faut pas se marier à tel, il ne faut pas faire ça, faut pas. Ça dit, il y avait une manière d'être, une manière de vivre. à fait. Il y avait la convivialité, la logique d'accueil. Hein, c'est-à-dire l'étranger est toujours bien reçu. Hospitalité. L'hospitalité, on lui donne à boire, on lui donne à manger, on lui donne où il dort, etc. Parfois, on peut lui donner une parcelle de terrain pour cultiver. S'il n'a rien. Et même une épouse. Voilà. Pourquoi Donc, pas? il y a toutes ces Ça, choses qui doivent l'Afrique. être revues. Tout à fait. Maintenant, sur le plan politique, il y a un travail de fond à faire. Ça dit qu'on doit former des futurs leaders politiques qui embrassent entièrement la pensée africaine. Justement, j'ai une question à ce niveau. Quelle place justement donner à ces deux approches dans la résolution des problèmes concrets de l'Afrique à l'heure où nous parlons de renaissance africaine? J'aime bien le répéter. Dans la résolution des problèmes concrets, si on prend simplement le cas... On parle de gouvernance, on parle de politique. Oui. L'approche logico-mathématique ne peut intervenir qu'au niveau des recensements, des regroupements des ethnies, de proche en proche. Et présenter la décentralisation, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la décentralisation est quelque chose. D'ailleurs, que ce n'est pas nouveau. C'est d'ailleurs ce que l'Égypte pharaonique pratiquait. Hein. Très bien. Il y avait les nomarques. C'est quoi un nomarque? Le nomarque, c'est un dirigeant local. Et cette localité a une emblème qu'on appelle un totem. Donc, il peut être le totem du crocodile. De l'autre côté, là-bas, c'est le totem de l'aigle. De l'autre côté, là-bas, c'est le totem du gorille. Et donc, c'est des symboles. Le gorille, symbole d'intelligence. Le crocodile, symbole de la roublardise, de la douceur et tout ça. Le lion ou la panthère, symbole de la faroucheté. Le taureau ou le buffle, symbole de la robustesse et de l'énergie, etc. Donc, on recensait donc ça et on agençait. Il y a une logique mathématique qui s'articule en ce qui concerne l'agencement des forces et l'agencement des totems, des emblèmes et l'octroi des fonctions à chaque localité. Maintenant, il y a une logique globale qui les entoure et qui les hiérarchise jusqu'au souverain suprême. Évidemment. Donc, chacun a un règne, une fonction locale. Précise. L'agriculture est produite pour nourrir la communauté. Le surplus est envoyé au grenier royal pour que, quand il y a crise, on redistribue les graines. Ça, on est dans une logique mathématique, proportionnellement à ce que telle localité a produit. Donc, on vous transmet ça en période de crise, en période de sécheresse. Le grenier du roi n'est pas le grenier pour le roi. Parce que le roi est l'incarnation du peuple. Donc, si le peuple a faim, c'est le roi aussi qui a faim. Donc, le grenier du roi ne peut pas être plein et le peuple est dans la misère. Donc, on est donc dans un discours logico-mathématique, mais d'ordre mahatique, c'est-à-dire en respectant l'ordre divin. La justice et la vérité. Donc, c'est à ce niveau que la logico-mathématique intervient. Donc, au niveau de l'organisation, de la distribution, de l'octroi des rôles, des fonctions, etc. Ça, c'est au niveau de la logique administrative qui doit être donc logico-mathématique fondamentalement. Donc, il y a aussi l'ordre des compétences. Et il faut faire privilégier la convergence des génies plutôt qu'un chaudron, comment je peux appeler ça, prédateur. C'est-à-dire que on te prend, on te fait fondre comme le magma, on me prend, on me fait fondre, après on nous forme, on nous formate.
pour être d'après leur modèle à eux. Pas d'après ce que le destin de chacun a voulu que nous soyons. Vous devez le savoir, madame, monsieur, c'est ce qu'ils disent des intelligences artificielles aujourd'hui. Quand on enlève le cerveau de quelqu'un, on met ça dans l'intelligence artificielle, c'est un robot qui se balade avec tout ce que vous avez dans votre tête, c'est incroyable. Oui, mais ce que je dis là même, c'est ce qui se passe dans les déjà africaines. Tout à fait. Laissons les robots. Oui. Il y a les hommes comme toi et moi qui sont des robots. C'est-à-dire que on prend quelqu'un qui est sorti de l'école. Oui. Il entre dans un parti politique. Arrivé là-bas, on le dépossède de tout son génie. Oui. Il devient un magma. Et maintenant, on le façonne d'après le modèle de ce parti politique-là. Il devient l'esclavage. L'esclave est le coryphée de ce parti politique. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique du culte de la personnalité. C'est-à-dire le leader de ce parti politique devient un dieu auquel tout le monde fait allégeance. On ne fait pas l'allégeance à l'ordre, à la justice et à la vérité divine, mais on fait allégeance aux individus qui deviennent des divinités. C'est ça. Alors que quand Pharaon incarnait la divinité, il incarnait cela en acte, en vérité, en parole. C'est-à-dire tel que la politique de l'Égypte pharaonique était constituée, suivant la logico-mathématique qui se distribuait, qui se dégageait dans la logique des fonctions, de la redistribution des biens au profit de tout le monde. De tout le monde. Pour que tout le monde puisse avoir un minimum de bien-être. Au lieu qu'il y ait concentration des énergies autour d'un individu, concentration des richesses autour d'un individu et son clan, concentration des que dis-je, des prérogatives et de tous les pouvoirs. C'est ça qu'on appelle la centralisation. Maintenant, cette décentralisation dont on nous parle aujourd'hui, est-ce que cette décentralisation obéit à l'ordre de la maths? Ou alors, est-ce que ce sont des pions du même clan qu'on va envoyer, on te dit, va devenir chef de village chez toi, alors qu'il est franc-maçon? Il part au village, il dit qu'il arrache la chefferie et il s'installe. L'autre là, toi qui es directeur général là-bas, va devenir chef traditionnel à Kribi. Donc, c'est la même clique qui va toujours continuer à opérer là. Tout à fait. On est donc là, dans une logique de duperie et de duplicité. On n'est pas encore en Afrique actuelle dans le véritable ordre logico-mathématique traditionnel tel qu'élaboré par nos aïeux, basé sur la loi de la vérité, de la justice, de l'équité et de l'harmonie, en promotion du bien-être collectif. Donc ce que je dis, on doit faire au lieu de faire la promotion de la chaudronnerie et de formatage autour d'un gourou ou d'un homme devenu divin sur la base de son propre ego et sur la base de toutes les dérives comportementales, ritueliques et mystiques, on doit faire la promotion de la prise en compte des génies, de chaque génie, et de la convergence de ces génies autour d'un idéal basé sur l'ordre, la vérité, l'équité, la justice et l'harmonie, en promotion du bien-être collectif. Voilà notre position en ce qui concerne le rapport entre ontophénoménologie et logico-mathématique dans le domaine de la politique. Très bien. Alors, pour sortir, une question encore. Comment peut-on dépasser l'opposition entre ces deux discours, en fait? Est-ce que c'est possible de dépasser une opposition entre ces deux discours qui sont si fondamentaux? Le seul dépassement, c'est de reconnecter le discours logico-mathématique à la vérité. Oui. Dans un but précis, celui de forger une pensée africaine moderne et influente. Bien évidemment. Oui. Comme je le dis, la démarche est simple. Il faut reconnecter le discours logico-mathématique au discours ontophénoménologique par la notion de vérité. Vérité prise au sens de dévoilement. Le seul laisser toucher par l'être, le seul laisser toucher par la vérité de l'être, le seul laisser canaliser par la vérité de l'être, la connexion, reconnexion permanente
Un vrai leader politique doit être connecté à la vérité de l'être. Un vrai artiste doit être connecté à la vérité de l'être. Une vraie journaliste doit être connectée à la vérité de l'être. Un vrai enseignant doit être connecté à la vérité de l'être. Très bien. Tout doit être connecté à la vérité. La vérité devient donc comme l'axe central, l'horizon qui ouvre des voies vers une des meilleures réalisations et vers une meilleure convergence autour d'un idéal qui est la Mahat. La Mahat comme vérité, justice, ordre, beauté, équité, harmonie, bien-être collectif. Voilà donc ce que nous pouvons faire pour surmonter l'opposition entre la démarche ontophénoménologique et la démarche logico-mathématique. Nous sommes à la fin de notre entretien, de notre causerie éducative. Frère Todd Abonné, que retenir de cette émission forte avec cette thématique puissante? Que retenir définitivement? Il faut simplement retenir une chose, c'est que le discours ontophénoménologique précède le discours logico-mathématique. Très bien. Les deux peuvent entrer en opposition dans la mesure où le discours logico-mathématique commence à tirer sa source des subjectivités, des constructions mentales, au lieu de tirer sa source de l'ordre de l'univers. Très bien. Donc, l'opposition ne peut naître que lorsque la subjectivité est mise en avant. Lorsqu'on entre dans ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, où l'homme est au centre avec toutes ses subjectivités et ses défauts, et où il est capable de déformer la vérité. On doit plutôt être dans ce qu'on appelle l'éthéocentrisme, le nomocentrisme, l'éthéocentrisme tel que vérité au centre, nomocentrisme tel que loi, les lois divines au centre. Donc une fois que les lois ou de la nature, ou les lois ou cosmiques, ou les lois divines sont mises au centre, il n'y a plus opposition entre discours ou démarche ontophénoménologique et discours ou démarche logico-mathématique. L'opposition cesse et on entre dans le tout harmonieux où on doit partir vers de l'écoute de l'être, vers la projection de l'ébauche, le perfectionnement de cette ébauche et la structuration logico-mathématique en ce qui concerne l'ordonnancement, la gestion et la créativité en ce qui concerne les sociétés africaines futures. Ce discours est donc adressé à la jeunesse africaine, qui est le fer de lance, qui est le futur de l'Afrique. Et ce message est adressé aux femmes. Que vous êtes nos mamans, d'inculquer cette éducation de base aux enfants. Que ces émissions servent de source d'inspiration éducationnelle à chaque maman où qu'elle se trouve. Au thème. Merci. Avant de finir, permettez-moi, demain nous célébrons la journée internationale de la femme, c'est le 8 mars. Un mot à toutes ces charmantes dames qui nous ont regardé et qui certainement nous laisseront des commentaires tout à l'heure. Bon, premièrement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qui institue la journée internationale, la journée mondiale, internationale de Tachèque. Bon, pour moi, c'est un peu ces choses-là, ça me gêne. Mais bon, on fait avec parce que nos sociétés... Bah, vous n'avez pas acheté le pain, hein, madame? Non, elle n'en a pas besoin. Elle n'est pas inscrite dans ce registre. D'accord, très bien. Ok. Même si j'ai des milliers de femmes dans la ville, elles ne seront pas inscrites dans ce registre puisqu'elles transcendent les délimitations conventionnelles. Si je veux faire plaisir à ma femme, je vais au marché, je lui achète une belle robe. Ah, ça? Un beau cabas. Belle africaine. Tout à fait. Si je veux lui faire plaisir, je lui achète une belle chaussure, un beau collier, et des boucles d'oreilles. Je l'envoie faire une belle coiffure. Pourquoi je dois d'abord attendre le 8 mars pour aller faire ça? Bon, celle avec qui je suis est totalement satisfaite parce qu'elle n'a pas besoin d'attendre un jour comme celui-là. Tout à fait. C'est comme si elle n'a jamais de cabas et qu'il faut attendre ce jour pour que je lui achète un cabas. D'abord, est-ce qu'on peut lui faire un coucou? Est-ce qu'on peut la saluer? Est-ce qu'on peut lui dire c'était un bon la déesse Nout. Ah, déesse Nout. Bon après-midi. Madame, monsieur, merci infiniment, frère Todd Abonné, pour cet échange. Je voudrais ajouter aussi que ces journées ne sont jamais autour des débats constructifs. C'est ça, malheureusement. Débats, rentrer tard et montrer que la femme est puissante. La femme est... Non, on n'est pas dans la démonstration de puissance de la femme. Quand bien on aurait une reconnaissance, une journée de reconnaissance pour la femme, c'est pour lui donner sa place centrale. Très bien. En termes
d'organisatrice de la société. Tout à fait. En termes de génératrice de la société, en termes de nourricière de la société, et en termes d'organisatrice de la société. C'est pas sur les trucs où vous allez vous retrouver à 23 ans. Après, tu arrives, on te tacle quelque part, tu tombes, et puis la robe est sur la tête et des choses bizarres se passent. Oh là là, Fred Todd, merci beaucoup infiniment, Fred Todd, abonné, pour cet entretien. Oh, combien enrichissant, intéressant. J'espère que vous, madame, monsieur, vous vous êtes régalé de toutes ces connaissances nouvelles-là. Et sachez que désormais, elles sont établies pour nous et nous n'aurons qu'à les consommer. L'Afrique n'a pas besoin de souvenirs, elle a besoin de se réveiller. C'est un grand sage qui l'a dit et c'était Patrice Lumumba. Oudiat est justement cet appel au réveil et à l'action immédiate de l'Afrique. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons exploré deux discours qui façonnent notre compréhension du monde. L'un ancré dans l'expérience de l'être, l'autre dans la rigueur des nombres. Mais au lieu de les opposer, ne devions-nous pas chercher à plutôt les harmoniser? C'était le discours de Todd Abonné, notre frère. L'Afrique a une opportunité unique aujourd'hui, celle de construire un paradigme du savoir qui puise dans sa richesse philosophique africaine, tout en intégrant les outils scientifiques les plus avancés. L'avenir intellectuel et technologique du continent passe justement par cette réconciliation, madame, monsieur. Nous avons le choix de rester prisonniers d'une opposition stérile ou de créer une pensée africaine nouvelle, puissante et influente, autant pour moi, sur la scène mondiale. Lequel feriez-vous? Je vous pose la question, c'est un choix. Choisissez votre camp. C'était Oudiat, madame, monsieur, l'émission qui éclaire les esprits. Merci de nous avoir suivis si passionnément et nous vous disons à très très vite. Et à très très vite, madame, monsieur. C'est désormais votre émission qui établit la pensée révolutionnaire. Bye bye. Bon week-end et avant vendredi prochain. Au TEP à tous. Magnifique, ça alors notre